tout le monde, on se retrouve pour la correction de l'examen de novembre 2020 qui était sur le guide de route, l'analyse du prix et localisation. Donc premièrement, en fait, le but de cet examen, c'était de créer un plan. Le but premier, quand j'ai écrit ce plan, c'était plus pour vous donner des idées, des questions que vous pouviez vous poser ou des objectifs que vous pouviez aussi tenter d'atteindre ou non, en tout cas des objectifs que vous pouvez juger réalistes ou non, de voir si des objectifs qui vous correspondent. Par exemple, je sais que certains élèves m'ont dit je me suis retrouvé dans le trading plan. Et en fait, ça vous servira de support. C'est-à-dire que si vous aviez du mal à créer votre trading plan ou ouais, voilà, votre trading plan tout simplement, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai mis dans le trading plan de Bernard, de pas copier hein, bien entendu, mais de regarder les questions justement de l'examen hein, et de vous dire ok, moi je peux aussi tenter de répondre à ces questions et de un petit peu peaufiner mon trading plan, de me dire ah ouais ça j'avais pas pensé à l'écrire. Ou cet objectif, ah oui ça me paraît réaliste, mais je vais je suis plus dans cette optique d'avoir cet objectif, etc. etc. Donc c'était pas simplement le but de vous balancer un examen, mais vraiment de vous donner un support aussi qui peut vous aider de votre côté. Donc honnêtement, on va pas relire tout le trading plan, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. On va simplement répondre aux questions et faire l'examen. Donc la première question, en fait le but de ces premières questions, c'était simplement de voir si vous pouviez aller chasser les informations dans le trading plan, voir si vous aviez bien compris justement les informations données dans le trading plan et si vous avez bien compris aussi les questions qui étaient posées et savoir répondre à ces questions pour que vous puissiez bien comprendre les questions que Bernard s'est posées et les réponses qu'il a données justement dans le trading plan. Ok. Donc rappelez le salaire de Bernard, pardon, question 1. Hein. Quel est le pourcentage dédié de son salaire qu'il décide de faire travailler grâce à son trading? Donc quand j'ai posé cette question, je voulais vraiment qu'on mette un pourcentage du salaire et tout simplement pour voir un petit peu, en tout cas pour que vous puissiez vous poser la question de vous dire ok, est-ce que moi, quand je dis moi c'est vous, hein, est-ce que vous seriez à l'aise de mettre 9,62% de votre salaire tous les mois dans votre compte de trading? Ça c'est une première question qu'on peut se poser. Donc son salaire est de 2600 €, il décide de faire travailler 250 € tous les mois de son salaire, donc 9,62% de son salaire. Vous pouvez vous poser une petite question, je le répète, est-ce que 9,62% de votre salaire, ça vous semble un petit peu trop à envoyer sur les marchés financiers? Enfin, sur les marchés financiers, pour votre compte de trading, pardon. Donc au final, à faire travailler sur les marchés financiers. Ensuite, rappelez l'épargne totale de Bernard, quel est le pourcentage dédié de son épargne totale pour son activité liée au trading? Nous prenons les valeurs de son activité de trading le premier mois. Donc là, c'était une petite précision. Donc son épargne totale est de 150 000 euros. Je ne sais plus exactement, voilà, c'est précisé juste ici, mon épargne totale est de 150 000 euros. Je vais pas remonter à chaque fois, hein, sinon ça va être un petit peu chiant. Le premier mois, il commence avec 2750 € plus les 250 € par mois. Rappelez-vous, il met tous les mois 250 €, donc 3000 €, soit 2% de son épargne totale. Encore une fois, ici, une petite réflexion à se faire. Est-ce que 2% de l'épargne totale, ça vous semble trop quand vous mettez 2% de tout ce que vous avez pour votre trading? Honnêtement, moi je pense que c'est très très bien. Honnêtement, ça permet de ne pas être stressé hein, de trader avec son argent de trading. Et, déjà, premièrement, on n'a pas le stress de se dire voilà, si je trade avec cet argent et que je le perds, je suis dans la merde. Faut surtout pas faire ça. Si vous tradez avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ça va vraiment être un calvaire et être bien trop compliqué. Et au final, vous allez commencer avec du stress et de l'anxiété en plus. Et le but, c'est de se délester en fait de cette anxiété et ce stress. Si vous commencez directement avec ça, ça va être compliqué. Bernard a un profil, donc question 3. Bernard a un profil axé sur le court terme, long terme, les deux. Les deux, mais plus axé long terme. Donc j'ai vu beaucoup de vos réponses qui disaient exclusivement long terme. C'était une réponse qui était acceptée aussi parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est bien plus axé long terme, comme je l'ai mis dans la correction ici. Donc si vous avez mis exclusivement long terme, ça passe aussi. Il a un petit peu de court terme, je suis d'accord, mais des objectifs que j'ai cités, c'est plus des objectifs concernant le long terme, bien qu'il travaille sur du court terme. Donc voilà, je le répète, si jamais vous avez mis exclusivement long terme, c'est une réponse qui est acceptée aussi. Mais idéalement, la vraie bonne réponse, hein, c'était les deux. Plus axé long terme. Si vous avez fait la petite précision, plus axé long terme, c'est parfait. Alors rappelez les différents objectifs de Bernard. Le premier, savoir de ne pas perdre. Le second, surperformer l'inflation, gagnant 3,5% de son capital. Ça, j'y reviendrai après. C'était assez drôle de son trading par mois. Le troisième, se créer un empire d'assets dans le secteur crypto et des stocks. Il a un objectif ultime, atteindre 300 000 € de capital d'ici 20 ans. Alors, sur quel marché Bernard souhaite engager son argent? C'était écrit, hein, donc marché des crypto-monnaies et celui des actions, US et FR via son PEA et CTO. Ensuite, quel secteur intéresse Bernard? Donc, si Bernard est intéressé par les crypto-monnaies, donc la blockchain, côté action, il s'intéresse au secteur suivant, blockchain, intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, santé et la robotique. Bernard est-il en mesure de développer ses premiers setups en paper à l'aide de ses connaissances? Bernard sait identifier une condition de localisation, momentum,
structure, c'est placé en stop et en profit. Oui, il peut débuter sa phase de paper, ça c'était écrit juste ici. Voilà, mes connaissances en trading, je suis récemment élève de l'école de Trône, j'apprends à chasser à marché horizontal et à vendre vertical. Je construis mon trading plan et apprends à me connaître et j'aime beaucoup l'approche de la stratégie SHAD que nous enseigne le professeur, j'aime beaucoup l'approche du smiling setup ainsi que du setup R2D2. J'aimerais développer 3 types de stratégies à l'instant, shadow équivalent pour mon profil, etc. etc. Et alors, où est-ce que j'avais expliqué Voilà, donc c'était ici. Hein. Être encadré de la sorte, 3 conditions, localisation, momentum, structure, etc. etc. Donc il y a bien les notions de 3 conditions, les notions de gestion du risque, etc. Donc quand on connaît la gestion du risque et 3 conditions indépendantes, on peut déjà travailler sur un setup. Même si on n'a pas toutes les autres connaissances techniques, bien entendu. Alors, je reviens à la question qui était du coup question 8. Alors question 8, quel type de setup sont ciblés par Bernard? Équivalent SHAD, setup à contre-tendance et continuation de tendance. Quelle est la gestion du risque appliquée par Bernard? Risque-reward des risques total engagés en cas de perte sur un trade. Minimum risque-reward de 2 pour 1 et 5% de risque max du capital sur une idée de trade. Donc là c'est très classique, hein, mais c'était aussi pour vous rappeler que c'est vraiment une excellente base et surtout ne dépassez pas 5% de risque max du capital sur une idée de trading. Hein. Et commencer avec un risque-reward de 2 pour 1 est excellent aussi. Quelles sont les unités de temps sur lesquelles Bernard pourra agir? Donc les réponses attendues étaient 8 et 15 minutes jusqu'au monthly, tout simplement. Il ne va pas en dessous du 15 minutes. Donc il a plus un accès, un profil pardon, accès day trading, swing trading, investissement, pas dans le scalp. Parce que le scalp c'est en dessous bien entendu. Quels sont les objectifs de Bernard en appliquant ces différents setups? Citez le ou les objectifs du setup en question. Donc là, il fallait aller voir dans le plan et de citer, ok, avec sa stratégie SHAD ou son équivalent stratégie SHAD, hein, il essaye de faire ça. Avec son setup à contre-tendance et continuation, il essaye de faire ça. Donc avec sa stratégie SHAD, il compte augmenter son back de Bitcoin ainsi que de fiat et accumuler des actions. Hein, rappelez-vous, on avait dit, il veut créer un empire d'assets dans les actions, il veut accumuler. Donc concernant les setups de continuation et de tendance, continuation de tendance pardon et à contre-tendance, il a pour objectif d'obtenir au minimum 10 trades par mois. Ça c'est très important pour la suite. Retenez bien, au minimum 10 trades par mois. Rappelons qu'il veut au minimum gagner 3,5% de son capital par mois. Rappelez comment Bernard a scindé son capital selon les différents marchés qu'il trade, hein. Donc 45% pour les crypto-monnaies, 55% pour les actions. Donc là, il y a eu c'est vrai qu'on a modifié un petit peu. Si jamais, il me semble que dans la réelle correction, ce sera 45-45 parce qu'on a un tout petit peu modifié le texte. On voulait rajouter 10% de fiat de mémoire. Faut que je revoie ça avec carré. Mais dans le bénéfice du doute, je remets 45 et j'irai vérifier juste après. Mais normalement, c'était bien 45, 45 et 10%. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai oublié de modifier. On a voulu rajouter un petit peu de fiat parce que là, comment dire ça? L'énoncé semblait pas trop clair en fait. Je parlais plus de pourcentage dans le pourcentage pour ceux qui arrivent à me suivre. Hein, de 10% parmi les 45%, mais bon, avec carré on s'est dit bon allez on va mettre 45-45, ça sera plus clair, et donc 45 crypto, 45 actions, et du coup 10% de fiat. Normalement c'est ça dans le texte, si jamais ça a été modifié, ok? Il faudrait que je vérifie de mon côté après. Combien de trades Bernard souhaite déclencher par mois au minimum? Il souhaite déclencher 10 trades au minimum. Et donc là c'était la question facultative et un petit peu piège. Est-ce que le plan de Bernard vous semble cohérent? Son plan vous inspire-t-il? Alors son plan semble cohérent, mais si vous calculez les intérêts composés, vous vous rendrez compte que 3,5% par mois donne des chiffres en millions et qu'il est bien au-dessus des résultats attendus. Hein. Lui, il se fixe un objectif de 300 000, mais si premièrement, donc de 300 000 d'ici 20 ans, mais premièrement, s'il fait réellement tout le temps 3,5% tous les mois, il se retrouvera en fait avec des millions, donc il sera bien au-delà de ce que Bernard avait comme pour objectif ultime des 300 000 euros dans 20 ans sur son compte de trading. Donc en fait, simplement 2% ou 1,5% serait bien plus cohérent tous les mois que 3,5%. Ok? Mais bon, ça c'était facultatif, on n'attendait pas de réelles réponses. Donc maintenant, phase de paper et résultat. Setup à contre-tendance. Donc là, on parle du smiling setup. Donc, condition du setup de Bernard à contre-tendance. La première condition pour lui, c'était la localisation. Donc, il a plusieurs raisons de localisation. Hein, il a Fibonacci. Donc, il se sert de Fibonacci. Donc, zone de rechargement et les extensions de 168 à 200%. Donc, les garages zones. Sous la zone de rechargement, ça fonctionne. Le point de contrôle et les creux dans le volume profile fonctionnent aussi. Ces raisons peuvent être combinées, il le précise, hein, idéalement ce serait mieux. Plus il a de raisons de localisation, mieux c'est pour lui.
Ensuite, on a la seconde condition qui est le momentum, hein, bien entendu. Donc les différentes raisons de momentum acceptées. Biais MA13 et MA30, biais institutionnel MA9 et MA18, divergence MACD, ces raisons peuvent être combinées. Donc il peut par exemple avoir une divergence MACD et le biais MA13 et MA30 bullish s'il a une divergence haussière et qu'il cherche une confirmation momentum haussière. Ensuite, troisième condition, la structure, il chasse exclusivement des W et des M. Risk-reward minimum 2 pour 1, gestion du risque maximum 60 € de risque pour chaque trade, hein, donc 60 € max de risque. S'il perd, il perd maximum 60 € par idée de trade. Ensuite, setup appliqué exclusivement sur le marché des crypto-monnaies. Il trade ce setup que sur les cryptos, donc sur les actions US et FR, il ne trade pas ce setup. Alors, rappelez le win rate minimal à obtenir pour être rentable avec le setup de Bernard en fonction de ce risk-reward. Donc la réponse était 34%. C'est le win rate minimal à obtenir pour être rentable, sans les frais bien entendu, si jamais vous avez encore cette petite doc à disposition. Et vous pouvez calculer sans trop de soucis, hein, tout est écrit, vous mettez le risk-reward que vous voulez, enfin vous mettez les rewards que vous voulez, le risque que vous voulez. On sera toujours 1 par définition normalement. Hein. Et ensuite vous pouvez calculer, donc 2,2, 3, 3,45, vous mettez les chiffres que vous voulez. 2, on regarde, c'est bien 34%. Alors, est-ce que le setup de Bernard est bien composé de 3 conditions indépendantes, oui ou non, si oui lesquelles? Oui, localisation, momentum et structure. Est-ce que 80,6% de retracement de Fibonacci est une raison de localisation pour le setup de Bernard? Eh ben oui. C'est écrit juste ici, hein, sous la zone de rechargement, c'est accepté. 80,6% c'est sous la zone de rechargement. Donc, c'est bon. Ok? Donc, comme ici c'est précisé, hop, ici, petite coquille, c'est une parenthèse, où il indique sous la zone de rechargement, 88,6%, je vais y arriver, est bien sous la zone de rechargement. Est-ce que le RSI peut remplir la condition momentum du setup de Bernard? Non, il n'a jamais parlé de RSI, donc ce n'était pas accepté. Pas de RSI dans son setup. Est-ce qu'un fractal top-bottom remplit la condition structure du setup de Bernard? Non plus. Il chasse exclusivement des W et des M, tout simplement. Si Bernard a les 3 conditions de son setup, que le risk reward de son trade est de 2,3 pour 1, sera-t-il autorisé à exécuter son trade? Bien entendu oui. Il veut au minimum 2 pour 1. Il n'est pas tout le temps en train de chasser du 2 pour 1. Il veut au minimum 2 pour 1. Imaginons que Bernard soit en train d'appliquer son setup avec son argent. Il se sent en confiance et décide d'engager un risque de perte de 110 €. Est-il en accord avec les règles de son setup, oui ou non? Sinon, pourquoi? Non, rappelez-vous, il ne sera pas en accord avec les règles de son setup, hein, parce qu'il engage au maximum 60 € de perte par trade. C'était écrit juste ici. Donc non, il ne peut pas mettre 110 € de risque sur ce trade. Ensuite, question 8. Bernard détecte les conditions de son setup sur BATS SPI. Est-il autorisé à appliquer son setup sur cet actif, oui ou non? Sinon, pourquoi? Non, parce que SPI est une action. Bernard applique ce setup exclusivement sur les crypto-monnaies, rappelez-vous. Donc pas de trade ici pour Bernard parce que c'est une action, ce n'est pas une crypto. Alors résultat de la phase de paper de Bernard qui a duré exactement 3 mois. Bernard obtient les résultats suivants, 47 trades effectués, 19 gains, 28 pertes. Calculez le win rate de cette phase de test, donc simplement 19 divisé par 47 fois 100 égale 40,42%. Donc le win rate est de 40,42%. Est-ce suffisant pour être théoriquement rentable? Bah oui, rappelez-vous, il applique un risk reward de minimum de 2 pour 1, donc il est bien au-dessus de 34%, hein. Donc il est bien entendu en gain ici, il gagne. Il est au-dessus des 34% demandés au minimum avec un risk reward de 2 pour 1. Mais Bernard, il n'est pas satisfait de son win rate, il n'est pas à l'aise de gagner 40 fois sur 100. Il est persuadé qu'il peut améliorer son setup pour obtenir un meilleur win rate. Voici son trade log, simulation de 14 trades. Nous imaginerons que nous avions affiché les 47 trades. Alors, localisation, ici, zone de rechargement, div MACD, M, 2,2 pour 1, victoire. Ensuite, creux dans la value, zone de rechargement, biais MA13 et MA30, défaite. Donc là, on va vraiment se focus que sur le momentum pour la suite. Hein. Biais institutionnel, défaite. Il ne gagne pas, il perd. Div MACD plus biais MA13 et MA30, victoire. Biais instit, défaite. Biais instit, défaite. Div MACD plus biais instit, victoire. Div MACD plus biais MA13 et MA30, victoire. Div MACD, victoire. Ici, pardon, exclusivement du biais défaite, défaite, défaite. Biais instit, défaite. Div MACD, victoire. Donc ici, on va simuler comme s'il y avait, hop, le petit RS, je le supprime, comme si on avait fait, hop, comme si on avait fait en fait 47 trades. Je peux pas en afficher plus, sinon ça aurait vraiment fait un tableau bien trop long et trop chiant à lire. Mais là, on va imaginer qu'il y a bien les 47 trades qui sont représentés.
Donc en passant en revue ces trades, Bernard se rend compte que lorsque MACD n'est pas inclus dans sa raison de momentum, son win rate baisse. Il décide donc de partir sur cette piste et de relancer une phase de paper pour obtenir de nouveau 47 trades. Il est patient, il veut vraiment 47 trades pour pouvoir comparer exactement avec la phase précédente. Donc il lui aura fallu 4 mois cette fois-ci pour obtenir 47 trades avec sa condition momentum suivante. Donc là il y avait bien un petit indice sur la suite. Donc si je ne sais plus, j'avais précisé. Voilà, si j'avais bien précisé, je me disais. Donc ici il a pris 3 mois pour avoir 47 trades. Maintenant en ne mettant que MACD, vu qu'il a moins de confirmation momentum, en tout cas il a moins d'outils pour sa confirmation momentum, il a mis plus de temps. Cette fois-ci il a mis 4 mois. Ok. Donc maintenant les résultats, c'est 26 gains pour 21 pertes. Calculez le nouveau win rate du setup de Bernard avec sa nouvelle confirmation momentum. Donc 26 divisé par 47 fois 100 égale 55,31. Son win rate est de 55%, grosso modo 55,31%. Est-ce que cette seconde phase de paper permet d'obtenir un meilleur win rate que la première phase? Oui, bien entendu. Le win rate est meilleur sur cette seconde phase, 55-31 contre 40-42, il n'y a pas photo. C'est bien plus élevé 55% que 40%. Calculer les gains minimum de cette seconde phase de paper, nous allons prendre en compte un risk reward de 2 pour 1 pour tous les trades. Donc là c'est une petite simulation, c'est pour ça que je parle de gains minimum, parce qu'au minimum il vaudra toujours 2 pour 1. Donc simplement 26 gains de 60 € x 2, ça fait 3120 €. 21 pertes de 60 €, donc on fait 21 x 60, ça fait 1260 €. 3120 moins 1260 égale 1860 €. Il a gagné au minimum 1860 € sur cette phase de paper. Okay. Rappelons la chose suivante. Bernard a pu déclencher 47 trades sur cette seconde phase de paper en 4 mois. Exactement. Est-ce que ce résultat est en accord avec son objectif? Rappelez-vous, lui il voulait exécuter au minimum 10 trades par mois. Actuellement, elle est sur une moyenne de 11-12 trades par mois avec ce setup exclusivement. Donc oui, c'est bon, ça correspond bien aux conditions de 10 trades par mois. Est-ce que les résultats de cette seconde phase de paper permettent à Bernard théoriquement de remplir l'objectif suivant, gagner 3,5% de mon capital de trading au minimum par mois? Oui, totalement. Il a gagné 1860 € en 4 mois, soit 465 € par mois en moyenne, ce qui est bien supérieur à 3,5% de son capital de trading, qui, rappelons-le, est de 3000 €. 3,5% de 3000 égale 105. Donc là, il est bien au-delà des 3,5% qu'il voulait par mois. Confirmez-vous que le setup de Bernard correspond bien à tous ses objectifs et son plan de trading peut-il appliquer son setup avec son argent réellement dorénavant? Oui, totalement. Il est en accord avec le win rate. Il est en accord avec sa confirmation momentum. Maintenant, il préfère MACD. Il a bien au minimum ses 10 trades par mois. Sur cette phase de paper, il a bien été au-dessus des 3,5% qu'il attendait par mois. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Question bonus. Quelles sont les quelques questions à vous poser pour la conception de votre journal? Très important, je tenais à la rappeler. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai vu quelque chose dans le marché à noter? Est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Suis-je en train de respecter mon plan? Et pour moi, la plus importante, c'est celle-ci. De toujours se demander, suis-je en train de respecter mon plan? Si je ne le respecte pas, je suis en train de faire quoi à la place? Si je suis en train de faire n'importe quoi, je dois l'écrire. Je fais n'importe quoi, je fais ça, et je dois corriger ça au plus vite. Ok? Ensuite, deuxième partie, analyse du prix, savoir reconnaître une tendance et un range, divers concepts, partie 2. Alors comment se définit une tendance dynamique? La dynamique tendance se définit avec des creux et sommets ascendants ou descendants. Faut pas chercher plus compliqué. Pouvons-nous trouver plusieurs tendances au sein d'un même actif? Oui, les tendances peuvent changer en fonction des unités de temps. Nous parlerons de tendances court, moyen et long terme. Ok? Si oui, comment repérer plusieurs tendances différentes en fonction des unités de temps? À l'aide de retracements de Fibonacci, comment pouvons-nous savoir si un marché est en tendance haussière? Grâce au premier arrêt, 38,2%, si le cours évolue de celui-ci, nous estimons être en tendance, un petit peu comme ce qu'on a sur Bitcoin actuellement. Si on prend ce mouvement, qu'on estime que ce mouvement est un mouvement tendanciel, oui, on est bien dans un mouvement tendanciel. Si on prend bien des concepts de dynamique, on a bien des creux et des sommets ascendants, donc sur Bitcoin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce mouvement est bien une tendance, ici un mouvement tendanciel. Est-ce qu'on évolue toujours au-dessus du premier arrêt? Oui, donc on est bien dans un mouvement tendanciel actuellement sur le Bitcoin. Ok, et si on prend vraiment le bottom ici, ultime, on évolue bien au-dessus du premier arrêt. Donc on peut parler de tendance ici, sur les concepts du premier arrêt, tout simplement. Ensuite, alors, ça c'était la question 5. Question 5, donc définir le range et comment pouvons-nous le repérer? Un range se repère lorsque le cours est horizontal et qu'aucune dynamique ne se dégage, pas de creux et sommet ascendant ou descendant. Quand on fait ça, en gros, vous voyez ici on n'arrive pas à instaurer de creux et de sommet ascendant. Si on fait ça ici, ok, on instaure un sommet ascendant, donc là, un sommet plus haut, donc on quitte cet état de range. Mettons qu'on reste en gros bloqué comme ça, on est bien dans un état de range, on n'arrive pas à instaurer de creux ou de sommet ascendant.
ou descendant bien entendu. Ensuite, comment repérer la sortie d'un range? Reprise d'une dynamique, qu'elle soit haussière ou baissière, nous arrivons enfin à instaurer un nouveau creux plus bas ou un nouveau sommet plus haut, ce que je vous expliquais à l'instant. Définir le terme head fake ou fake out, lorsque nous cassons le haut ou le bas d'un range mais que le cours réintègre ce range très vite juste après. Pareil pour une résistance ou un support. Donc admettons, ici vous êtes dans un range comme ceci, donc là je vais le matérialiser ainsi, hop, et hop, comme ça j'aurai bien plus de précision, comme ça, on est dans le range, hop, on est dans le range, on s'emmerde, on est dans le range, cassure, si on fait ça, c'est un head fake. La cassure avec la réintégration, c'est un head fake ou un fake out, appelez ça comme vous voulez, ok? Donc voilà, pareil pour un support, juste ici. Si on a le cours comme ça, qui consolide, qui consolide, qui consolide, on a la cassure et on intègre comme ça c'est un head fake. Pour vous donner un exemple, de mémoire, si j'ai bonne mémoire, c'est exactement ce qu'a fait Bitcoin en octobre, il me semble, 2019. C'était voilà, c'était juste ici. Ici, vous identifiez bien le support, hein, le support est bien ici. On travaille le support, on le travaille, on le travaille, on le travaille, on casse, head fake, on réintègre. Ici, c'était le head fake. Cassure, on réintègre très très vite, head fake. Et du coup, on vient piéger ceux qui ont vendu justement cette cassure. Voilà, donc ça, c'est la définition parfaite d'un head fake. Ensuite, définissez, donc non, question 8, pardon, à l'aide des retracements de Fibonacci, comment pouvons-nous savoir si un marché est en range? Nous pouvons le savoir si le cours casse le premier arrêt. Rappelez-vous, si on évolue au-dessus du premier arrêt, on est en tendance haussière dans un mouvement haussier, bien entendu. Si on casse au premier arrêt, on n'est plus dans un mouvement tendanciel, mais on est bien en range. Question 9, définissez le terme battle zone, donc zone de combat en français. Une battle zone est une zone de prix délimitée par deux extrémités qui traduit en combat. Le point haut sera défendu par les bears, vendeurs, et le point bas par les bulls, acheteurs. La résolution de cette battle zone permet très souvent de prendre une direction claire au marché, continuation du mouvement précédent ou retournement. Par exemple, sur Bitcoin, je vous trouve ça très facilement. Hop, je supprime tout ça. Donc ça c'est dommage, c'était notre support, je vais essayer de réafficher ce que j'avais laissé quand même. Voilà. On va aller ici du coup en weekly. Donc, juste ici par exemple, on peut voir cette zone de combat sans trop de problèmes. Mouvement haussier, consolidation, zone de combat matérialisée ici. Donc ici et ici. Si les bulls cassent au nord, ils ont gagné. Si les bears cassent au sud, ils ont gagné. Les bulls ont gagné, on reprend bien une direction claire ici. On a bien une direction claire aux prises du mouvement haussier. Donc c'est ça une zone de combat, quand on est bloqué entre deux extrémités et qu'on a une résolution, tout simplement. Alors, maintenant localisation. Savoir connaître et utiliser des outils permettant de localiser un achat ou une vente. Cas pratique, se connecter sur TradingView. Donc là, fallait aller sur TradingView ou CoinEngine, n'importe votre plateforme pour analyser. Chercher le ticker Bitstamp BTC USD. Afficher l'unité de temps suivante daily, donc D1 daily ou /1D, ça dépend un petit peu de l'affichage sur TradingView. Concentrez-vous sur le prix du Bitcoin du 29 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2020. Ça ne doit pas être précis à 100%, mais essayez de vous rapprocher d'un affichage similaire, donc similaire à ça. Voire, vous devez obtenir quelque chose ainsi, donc comme ceci. Tracez la zone de rechargement du mouvement AB. Donc simplement, on prenait le point le plus bas et on venait le tirer au point le plus haut. Rappelez quels sont les ratios utilisés pour la zone de rechargement, donc c'est 61,8, 78,6%. Quel prix obtenez-vous? 5424 $ et 7231. Je vais aller le faire avec vous, hop. On va aller du coup, donc là je vais plus ouvrir le template de l'école. Alors, hop, bon, j'avais dû mettre un accent aigu, voilà. Hop, donc ça, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici, ça on va retirer, et donc je vais aller faire le taf avec vous. Donc simplement, on prend notre fib, on prend le bottom ici, on prend le top, on peut céder dans les paramètres, petit conseil, petite astuce, on peut afficher les prix, et donc ici on a bien les mêmes prix, 7931 et 5424. Ensuite, sur la période affichée octobre 2018, mars 2020, est-ce que le cours est venu dans cette zone de rechargement? Oui. Donc ça, je vais le mettre plutôt... où est-ce que j'ai mis l'école template? Je me perds un petit peu, voilà, j'ai mis ça ici, je vais le mettre ici. Donc est-ce qu'on est bienvenu dans la zone de rechargement? Oui, on est bienvenu ici premièrement, une seconde fois ici, etc. etc. Donc ça c'est bon. Pendant cette période, octobre 2018-mars, est-ce que le premier arrêt du mouvement AB a cédé? Oui, il a cédé ici le mouvement. On est venu le péter juste ici. Le premier arrêt a cédé ici. Sur cette charte ci-dessous, cliquez sur l'image pour récupérer le lien si besoin, vous pouviez cliquer si jamais pour ouvrir la charte, indiquer toutes les erreurs que vous pouvez apercevoir. Donc le retracement est mal tracé, on n'avait pas pris le bottom ultime, on n'avait pas pris le bottom, c'est mal tracé.
Est-ce qu'on avait pris le top ultime non plus? Non, donc c'est mal tracé. Donc ensuite, mauvais retracement. Ensuite, 0,482, le 2, 0,382. Ça, fallait peut-être cliquer pour le voir. Mais ici, on a 0,482. Ce n'est pas bon. Hein. Nous, c'est 382, donc 38,2% le premier arrêt. Ensuite, on avait 0,751 au lieu de 0,786. Je reclique. Ici, 0,751, ce n'est pas bon. Alors, cas pratique. Retirez votre retracement de Fibonacci. Affichez le volume profile. Pour les élèves ne disposant pas d'une offre TradingView Pro, ne vous inquiétez pas, un screen sera publié dessous. Donc là, j'ai mis le screen si jamais, ou vous pouviez aussi aller sur GoCharting si jamais. Donc affichez la zone de prix suivante, 15 décembre 2018 jusqu'au 31 juillet 2019, servez-vous du mode replay. Donc le mode replay, c'est ça. Donc cliquez sur replay. Et donc nous, on va indiquer à TradingView, nous afficher le mode replay jusqu'au 31 juillet 2019. Donc juste ici, on va sur la timeline ici. Donc voilà, là, on a bien jusqu'au 31 juillet 2019. Alors, voici le screen de ce que vous devriez obtenir ou quelque chose d'assez similaire, essayez de vous en rapprocher au mieux. Normalement, on a exactement la même chose, si je ne me suis pas trompé, hein, on est bien à 31, bon 30, moi je me suis arrêté au 30, bravo tonton. Hop, 31 juillet 2019. Alors, que permet d'afficher le volume profile? Que représente-t-il? Le volume profile permet d'afficher le volume échangé en fonction du prix et non du temps. Donc, ce volume ici, il est en fonction du temps. Donc là, une échelle, enfin une barre égale un jour, et en gros, ils affichent le volume qu'on a eu d'exécuter un jour ici, un jour ici, un jour ici, etc. etc. Puis le volume profile, comme c'est écrit, c'est échangé en fonction du prix et non du temps. Donc directement en fonction du prix sur la charte ici. Ok, la différence, elle est là. Donc identifier le POC, donc le point de contrôle, hein, le point of control, donner un prix avec le plus de précision possible. Donc là, c'était 3800, c'est juste ici, hein. Le point de contrôle, il est ici. Si jamais vous pouvez l'afficher sur TradingView, si j'arrive à l'afficher de mon côté, vous allez dans les paramètres, dans style et POC. Vous le cochez, vous avez un énorme trait rouge, donc ça c'était le point de contrôle si jamais vous vouliez l'afficher. Ensuite, alors, le POC Point of Control indique la zone de prix où il y a eu le plus de volume échange. Donc ça c'est la réponse, waouh désolé. Donc définir le POC, hein, donc c'est le point de contrôle, indique la zone de prix où il y a eu le plus de volume échangé, exécuté. Donc le plus de volume, échange, exécuté, tout simplement. Indiquer la value haute, donner une tranche de prix avec le plus de précision possible. Donc ici de 8500 jusqu'à 13 900 $ environ. Donc ici, hop, on prend le bottom, le top. Si TradingView ne merde pas dans le calcul, voilà. Ça a été corrigé, avant il y avait un bug, hein. Si on modifiait la valeur de l'affichage, bah, il modifiait la value haute et la value basse, donc ça avait plus de sens. Et donc ici, tout simplement, ça c'est la value haute. Quand vous voyez que c'est moins coloré, et que c'est au-dessus de la value, c'est que c'est tout simplement la value haute. Donc je vais essayer vraiment d'avoir le bottom ici pour avoir la vraie bonne valeur. Hop, voilà, comme ça nickel. On prend le bottom, on prend le top. Ici. Donc ensuite, identifier des creux dans la value, donner les prix les plus précis possibles. Exemple, premier creux. Donc là je vous donne un exemple, hein, de l'affichage que vous deviez donner. Donc premier creux 4200, 5000 $, donc c'est juste ici, hein, 4002, 5000 $. Je vais mettre un petit cœur pour le matérialiser. Hop, il y a un trou ici dans la value. Et ensuite, second creux 5002, 7007. Donc ici. Ok, donc 5002, 7007, juste ici. Si vous avez des valeurs un tout petit peu plus différentes, c'est pas tellement grave honnêtement. Hein. Hop, je replace bien comme ça. C'est pas très grave, honnêtement, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous ayez bien identifié ici les creux dans la value. Ok. Alors, qu'indiquent ces creux? Ils indiquent des zones de marché dans lesquelles il y a eu très peu d'échanges. Est-ce que ces creux peuvent faire office de raison de localisation pour nos trades? Totalement, couplé à une zone de rechargement et ça en devient très puissant. Cela permet de trouver une zone de prix où le marché a de grosses probabilités de revenir. Indiquer une grosse zone d'échange en dehors du point de contrôle, donner une tranche de prix ou un prix. Donc là, il y avait plusieurs réponses acceptées. Il y avait 3004, 3006. Donc ici, gros volume d'échange, grosse zone d'échange. Ici, on a eu beaucoup d'échanges, donc beaucoup de transactions effectuées. Ensuite, 3983, 4200 $. Juste ici, donc, un tout petit peu au-dessus du point de contrôle. Hein, donc ici. Ensuite, on avait 5045, 5269, donc grosso modo ici. Gros volume d'échange aussi ici. Et on avait 7007, 8002, hein, donc ici. 7007, grosso modo 8200, donc ici. Donc grosso modo, il y avait ça. Il y avait ça. Et il y avait ce qui était au-dessus ici et ce qui était en dessous ici du point de contrôle. Juste ici. Si vous avez mis d'autres réponses, ça peut être accepté aussi si jamais, hein, si les prix diffèrent un petit peu.
ou si vous avez simplement mis ici et ici par exemple, ou simplement par exemple ici. 5000, 5002, grosso modo, voilà, 5000, 5002. Alors, quand vous avez au moins une des réponses qui sont citées ici, c'est bon. Cas pratique, retirer, cacher le volume profile. Sur cette charte, on y voit une structure en W matérialisée par les points A, B et C. Donc ici, ce gros W, je pense que vous le voyez tous. La ligne de coût y est affichée donc 13 380 $. Juste ici, il y a la charte. Si jamais vous cliquez, vous avez bien le prix, vous avez la charte avec plus de détails. Alors, afficher la garage jaune de cette structure en W, indiquer les prix de celle-ci. Donc la réponse attendue était 20 528, 24 637 $. Je vais le faire avec vous. Donc moi je vais retirer ça, je vais passer en weekly, je vais tout gommer. Et donc, simplement pour la garage jaune, on fait quoi? On prend le bottom, on prend la ligne de coût et on vient afficher tout simplement, donc moi c'est en reverse du coup, et ben tout simplement les valeurs 161,8, 200%. Et normalement on a bien 20 528 et 24 637 $, donc c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. On trace une garage jaune comme ça. Il y a une autre façon de la tracer, si vous l'avez tracée ainsi, comme ça fonctionne aussi, bien entendu. Si vous avez fonctionné ainsi, ça fonctionne aussi comme ça. Ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. Et là, c'est pas dans l'examen, mais d'autres peuvent fonctionner aussi ainsi. C'est simplement de prendre le train-based fib extension, donc la prendre directement à l'extension, donc prendre le point A, le point B, le point C, et donc ici, de lui afficher 168 et 200%. D'autres peuvent fonctionner aussi comme ça, si jamais, et donc vous avez des valeurs différentes. Ok? Donc ici, ça fait entre 21 255 et 25 365 $. C'est notre façon de calculer l'extension si jamais. Personnellement, je fonctionne de la première façon. Rappelez qu'est-ce que la garage jaune, les ratios utilisés pour celle-ci. La garage jaune est simplement une extension de prix où le marché cherchera à se garer en cas de résolution. Dans W par exemple, hein, les ratios utilisés sont 168 et 200%. À quoi sert la garage jaune dans nos setups de trading? C'est simplement une raison de localisation. Actuellement, le prix du Bitcoin est de 19 252 $. Sommes-nous dans cette garage zone? Eh ben non. Rappelez-vous, je vais retracer la première et la façon que j'utilise, hein, comme ceci. Hop, je mets en reverse. Est-ce qu'on était dans cette garage zone? Non. On n'était pas dans cette garage zone. Alors, question 5. Sur cette charte ci-dessus, indiquez toutes les raisons de localisation que vous trouvez. Il y en a énormément. Et au minimum, j'attendais les réponses. Zone de rechargement. Trendline, c'était pas attendu, hein, ça peut être compliqué pour certains, mais c'était une réponse valide aussi. Garage Zone était attendu, MA200 Weekly était attendu, creux dans la value était attendu, point de contrôle était attendu, et donc les autres réponses qui n'étaient pas réellement attendues, c'était corps de chandelle à XXX $, donc par exemple tous ces corps de chandelle ici, ou tous ces corps de chandelle ici par exemple, hein, ici on a beaucoup de corps de chandelle, mèche suspect jusque 6000 $. Par exemple, on estime que ces mèches ici, ces grosses mèches, je vais y arriver, pardon, sont d'excellentes raisons de localisation. Donc ça fonctionnait aussi, mais vraiment au minimum, vous devez avoir zone de rechargement, garage zone, MA200, creux dans la value et point de contrôle. Question bonus. Ici est affiché un équivalent de la MA200 weekly en daily. Quelle période en daily ai-je dû appliquer? Donc là, j'étais en daily, je n'étais pas en weekly, mais j'ai affiché une MA, enfin l'équivalent d'une MA200 weekly. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, c'est la MA 1400, donc MA 200 égale moyenne mobile sur une période de 200 semaines. 200 semaines en daily égale 1700 jours, il suffit d'appliquer une période de 1400 jours pour obtenir 200 semaines, tout simplement. Donc là j'ai bien une MA 200, une MA 200 weekly équivalent, mais du coup j'ai dû mettre 1400 périodes en daily. Il y a aussi d'autres méthodes, hein, du coup vous trouverez quelque chose de proche de 1400 si jamais, mais 1400 c'est bon. Alors, rappelez qu'est-ce qu'une moyenne mobile simple? Une moyenne mobile permet de lisser l'action des prix en filtrant le bruit des fluctuations aléatoires des prix. Une moyenne mobile MA est un indicateur de tendance basé sur les prix passés. Elle mesure le momentum aussi. Quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle? La moyenne mobile exponentielle accordera plus d'importance aux prix plus récents, donc elle sera plus rapide que la moyenne mobile et répondra plus vite aux fluctuations du cours. Parmi ces deux charts, gauche-droite, laquelle représente correctement un mouvement AB égale CD. Donc bien entendu, c'était la charte de gauche. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours le point bas, le point haut, et on vient reporter juste ici au nouveau point bas qui donne A, B, C, D. Et on prend pas un point n'importe où, hein, donc ici c'était pas le bottom ultime. Et donc ça, ce n'est pas bon, bien entendu. Et le petit piège, en gros, quand j'ai mis ces deux charts, je me suis dit, ils vont se dire, bon, le point D, on est bien venu chercher la target, si on n'est pas venu chercher, donc c'est peut-être le point
La deuxième charte qui est bonne. C'était un petit piège ici, mais non. Hein. C'est pas la charte de droite pardon, qui est bonne, c'est bien la charte de gauche. On prend bien le point le plus bas, on remonte, on applique au creux qu'on a trouvé, donc le point C, et on a donc notre target D. Donc A, B égale C et D, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici.